Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a des formules dont on devine déjà qu'elles traverseront l'histoire. La France a tué mon mari, phrase choc que l'on a pris comme un poing en pleine figure, phrase répétée plusieurs fois hier par Harmonie Comine au cours de l'hommage rendu à son mari Éric Comine, gendarme de 54 ans, tué par un chauffard multirécidiviste. Au-delà de la formule, il y a la douleur et la colère d'une femme. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Quelle est la suite pour ce meurtrier ? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors ? Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Harmonie Comine, la veuve du gendarme Éric Comine, discours prononcé à Mandelieu-la-Napoule. 2 autres hommages ont été rendus officiellement hier à son mari, à Cannes et Mougins, ville où s'est noué le drame. Quant au chauffard, il est mis en examen pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été placé en détention provisoire. Alors ce drame pose une nouvelle fois la question du refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier. Il y en a 25 000 par an selon le ministère de l'Intérieur, 1 toutes les 20 minutes en moyenne. La mort de l'adjudant Éric Comine bouleverse ses collègues et au-delà toute l'institution, les gendarmes, mais aussi les policiers confrontés également à ce risque. Le correspondant d'Europe 1 dans le Nord les a accompagnés en mission reportage, Lionel Gougelot. Contrôle de routine sur cette route départementale. Dans l'agglomération de Valenciennes, on dénombre 150 refus d'obtempérer sur les 7 derniers mois. Un danger constant dans les esprits, selon le commandant Jérôme. On a eu des collègues qui se sont retrouvés sur le capot d'une voiture. Oui, ça arrive régulièrement. On a eu des collègues blessés, donc des collègues grièvement blessés quand même, parce que la personne avait refusé de se soumettre au contrôle et a refusé de s'arrêter. Ouais. Alors les hommes de la commissaire Liénard ont appris à repérer les comportements menaçants sur la route. Effectivement, quand on voit un véhicule arriver, parfois ça peut donner des indications. Si on voit que le conducteur n'a pas forcément une conduite très sûre, on fait très attention à ça et ça nous permet d'adapter notre niveau de vigilance. Une vigilance de tous les instants qui n'efface pas ce sentiment de vulnérabilité. On peut le sentir, mais malheureusement, on le sent. Si on pouvait l'anticiper, on ne se ferait pas avoir. Donc c'est compliqué à voir. Il faut être vigilant à chaque contrôle. Là, on est peut-être en train de discuter. Peut-être dans 2 minutes, on va se retourner. Il y aura un truc grave qui va se présenter. On ne peut pas le deviner à l'avance. Et illustration du danger, cet automobiliste contrôlé sous nos yeux positif au cannabis qui aurait très bien pu tenter de forcer le barrage. C'est typiquement le type d'infraction qui pourrait amener à ce genre de comportement. Il est sous l'emprise de matières stupéfiantes. Donc malheureusement, ça crée un danger. Et c'est sans doute l'ampleur du dispositif déployé ici qui l'a dissuadé de se soustraire au contrôle de police. Un reportage avec des policiers de l'agglomération de Valenciennes, Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Un chiffre, en 2022, un nombre record de 13 tués avait été enregistré après un refus d'obtempérer. Dans la très grande majorité des cas, les victimes étaient les conducteurs ou les passagers des voitures en cause. Il est 7h04 sur Europe 1. L'enquête sur l'attaque de la synagogue de la Grande Motte près de Montpellier. 2 hommes sont sous les verrous depuis hier soir. Le principal suspect mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Le deuxième, l'un des membres de son entourage, pour association de malfaiteurs terroristes. Un 3e homme est également mis en examen, mais laissé libre sous contrôle judiciaire. La politique, Emmanuel Macron va s'envoler cet après-midi pour la Serbie. Avant cela, il va s'offrir une nouvelle séance de consultation à l'Élysée. Séance découpée en 3 temps. Renaud Muselier, président LR de la région PACA, David Lisnard, président LR de l'Association des maires de France, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie. La socialiste n'en démord pas. Le prochain Premier ministre doit sortir des rangs de la gauche, dit-elle ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Pas sûr que cette sortie et cette série d'entretiens accélèrent le tempo pour autant. Maïlène Trémollet. Les recherches pour la nomination d'un Premier ministre sont au point mort après la mise à l'écart de Lucie Castel, la candidate du nouveau Front populaire, et le refus net de la droite de conclure une alliance gouvernementale. Emmanuel Macron se retrouve au pied du mur dans une période de latence qui s'éternise. De leur côté, les oppositions rejettent la responsabilité sur l'exécutif et font monter la pression. À gauche, la France insoumise demande la destitution d'Emmanuel Macron, tandis qu'à droite, les Républicains refusent de saisir la main tendue du gouvernement. Les entretiens n'auront donc pas permis de trouver un terrain d'entente. Plusieurs groupes politiques réclament déjà une session extraordinaire à l'Assemblée qui permettrait une censure immédiate du nouveau gouvernement avant la rentrée parlementaire. À cela s'ajoute un agenda surchargé du chef de l'État avec d'une part la tenue des Jeux paralympiques pour les 10 prochains jours et d'autre part un voyage officiel en Serbie de 2 jours où Emmanuel Macron est attendu dès cet après-midi. En clair, 7 semaines après les élections législatives, rien ne semble pouvoir démêler pour l'instant le casse-tête de l'exécutif. Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron en partance pour la Serbie, donc déplacement de 2 jours au cours duquel le chef de l'État espère finaliser la vente de 12 avions de combat Rafale. En Afghanistan, le droit des femmes ne cesse de reculer. Les talibans viennent de voter une nouvelle loi pour promouvoir la vertu et prévenir le vice. Les Afghanes ont désormais l'interdiction de parler dans la rue. On en vient à présent à l'ouverture hier soir des 17e Jeux paralympiques. Immense fête et grand défilé, 4400 para-athlètes entre les Champs-Élysées et l'esplanade de la Concorde. Paradoxe, c'était le nom de ce spectacle suivi par près de 50 000 spectateurs. Reportage Thomas Guignaud. Je proclame les Jeux paralympiques de Paris 2024 ouverts. Et voilà, c'est parti pour 11 jours de compétition. Après l'ouverture des Jeux par le président de la République, ce sont 5 parasportifs français qui ont eu l'honneur d'allumer la vasque après un show de près de 4 heures, avec l'espoir de prolonger l'ambiance de fête des Jeux Olympiques pour Emmanuel Macron. Merci à nos athlètes, à nos artistes, à nos volontaires, à vous tous et toutes ce soir. Ça ne fait que commencer. Près de 4400 athlètes ont donc défilé entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Parmi eux, plus de 200 Français. Ils ont été accueillis par le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Bienvenue au pays de l'amour et de la révolution. Rassurez-vous ce soir, pas de prise de la Bastille et pas de guillotine. Un spectacle en effet plus consensuel que celui du mois de juillet. Spectacle musical et dansant sans provocation sous le signe de l'inclusion avec des artistes en situation de handicap et Chris and the Queen qui a fermé la danse avec le tube Born to Be Alive. Reportage devant la place de la Concorde, Thomas Guignaud. Et après la cérémonie d'ouverture, les Jeux paralympiques entrent dans le vif du sujet aujourd'hui. Ils prennent une vingtaine de disciplines, dont le paracyclisme sur piste à Saint-Quentin en Yvelines. Les Bleus de l'équipe de France pourraient apporter les premières médailles, Cyril de la Morinerie. Oui, les paracyclistes n'ont pas participé à la cérémonie d'ouverture hier soir. Les athlètes de l'équipe de France ont préféré rester à leur hôtel près du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines afin d'être le plus frais possible aujourd'hui. Après des années de vaches maigres, le paracyclisme français est devenu la meilleure discipline tricolore en 2021 à Tokyo et démarre la compétition avec beaucoup d'appétit, confirme l'entraîneur de l'équipe, Laurent Thirionnais. On vient de vraiment très très loin dans notre discipline. Aux Jeux de Rio, la France avait remporté une médaille de bronze. On est revenu de Tokyo avec 17 médailles et aujourd'hui on espère flirter avec les 25 médailles. À suivre, Heidi Gauguin qui est devenue la première athlète handisport championne du monde chez les valides. À 19 ans, la Française, née sans avant-bras gauche, dispute ses premiers Jeux sans pression. Je me sens super bien, on n'est pas stressé, on a confiance en nous, en notre travail et on pense que ça ira tout seul. Aussi à l'aise sur piste que sur route, Alexandre Léoté, qui ne peut pédaler qu'avec une seule jambe, rêve de faire résonner la Marseillaise à la maison. Cyril de la Morinerie, le tennis, plus de Françaises à l'US Open. Les 2 dernières représentantes tricolores, Clara Burel et Diane Parry, ont été éliminées au 2e tour cette nuit. Chez les garçons, seuls Arthur Fils et Adrian Manarino sont encore en lice. Ça fait plus beaucoup de monde, hein. Non. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. Avec Agnès Verdier-Molinier, on va faire une proposition ce matin à Emmanuel Macron, qui cherche un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Pour Agnès, c'est très simple, il faut à la France un gouvernement d'entrepreneurs. Rendez-vous avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes.